Chapitre 13. Les délices de l'impatience. Il serait grand temps qu'Anne rentre faire sa couture, remarqua Marilla, jetant un coup d'œil à l'horloge, puis épiant l'extérieur, doré par ce bel après-midi d'août qui faisait tout somnoler sous sa chaleur. Elle est restée à jouer avec Diana, et elle a dépassé de plus d'une demi-heure le temps que je lui avais alloué. Et la voilà maintenant, perchée sur le tas de bois, en train de parler à Matthew, jacassant comme une pie, alors qu'elle sait parfaitement qu'elle devrait être en train de travailler. Et lui, bien sûr, le grand niais, il reste là, à l'écouter parler. Je n'ai jamais vu un homme s'enticher ainsi de quelqu'un. Plus elle parle et émet de choses bizarres, plus il est évident qu'il s'en délecte. « Anne Shirley, venez ici. Et tout de suite, m'entendez-vous » Une série de tapotements secs, provenant de la fenêtre de l'ouest, firent accourir Anne à toute vitesse. Elle traversait la cour, les yeux brillants, les joues rosies par l'émotion, les cheveux dénoués flottant derrière elle comme une bannière lumineuse. « Oh, Marilla !» s'écria-t-elle sans reprendre son souffle. « Il y aura la semaine prochaine un pique-nique pour l'école du dimanche, dans le champ de Monsieur Harmon Andrews, tout près de mon lac au miroir. Madame Bell, la directrice, et Madame Rachel Lynde vont faire de la crème glacée. Pensez-y, Marilla, de la crème glacée. Marilla, oh Marilla, est-ce que je pourrais y aller ?» « Regardez donc l'horloge, Anne, s'il vous plaît. À quelle heure vous ai-je demandé de rentrer ?»« À 2 heures. Mais ce pique-nique, Marilla, n'est-ce pas extraordinaire ? Je vous en prie, laissez-moi y aller. Vous savez, je ne suis jamais allée à un pique-nique de ma vie. J'en ai rêvé abondamment de pique-nique, mais je n'en ai jamais... Oui, je vous ai dit de rentrer à 2 heures. Et il est 3 heures moins le quart. J'aimerais savoir, Anne, pourquoi vous ne m'avez pas obéi ? » « Eh bien, Marilla, c'est que je le voulais, de tout mon cœur. Mais vous n'imaginez pas à quel point le terrain d'île de Wild est fascinant. Et puis, bien sûr, il fallait que je parle de ce pique-nique à Matthew. Il m'écoute si volontiers, Matthew. Je vous en prie, pourrais-je y aller ? Il faudra apprendre à ne plus céder à la fascination de cette île de quelque chose, comme vous dites. Quand je vous dis de rentrer à une heure précise, c'est à cette heure-là que je vous veux à la maison, pas une demi-heure plus tard. Et vous n'avez aucune raison de vous arrêter en chemin pour faire vos grands discours, même si on vous porte une oreille attentive. Quant au pique-nique, bien sûr que vous pouvez y aller. Vous assistez à l'école du dimanche, et je n'aurai aucune raison de vous empêcher d'y aller, puisque toutes les autres petites filles y participeront. Mais, balbutia Anne, comme déchirée par le doute. Diana m'a dit que tout le monde devait amener un panier de nourriture. Je ne sais pas faire la cuisine, Marilla. Vous en êtes consciente. Cela m'est presque égal de devoir aller à un pique-nique sans manche bouffante à ma robe, mais je me sentirais humiliée au plus haut point si je devais y aller sans panier. Cette idée me tourmente depuis que Diana m'en a parlé. Bon, eh bien, cessez de vous tourmenter. Je vous préparerai un panier. Oh, chère, merveilleuse Marilla. Vous êtes si bonne pour moi. Je vous dois tant et tant, oh. Une fois qu'elle en eut terminé avec ses oh et ses déclamations d'empathie, Anne se jeta dans les bras de Marilla et, dans un subit élan d'affection, l'embrassa sur les joues. C'était bien la première fois, dans toute la vie de Marilla, que des lèvres enfantines lui frôlaient intentionnellement le visage. Et, à nouveau, elle se sentit assaillie par cette émotion soudaine, étrangement douce. Secrètement ravie de ce geste d'affection spontanée, elle s'empressa d'y couper court brutalement. « Allons, arrêtez-moi un peu ces balivernes. J'aimerais mieux que vous vous en teniez à ce que l'on vous a dit de faire. J'ai bien l'intention de vous apprendre à cuisiner, un de ces jours. Cependant, j'attendrai de voir si vous arrivez jamais à vous calmer un peu et à travailler de façon plus ordonnée. Car avec votre tête de linotte, pour faire la cuisine, il faut se montrer attentif. Il ne faut pas abandonner le travail avant de l'avoir fini, il ne faut pas laisser nos rêvasseries nous emporter, Dieu ne sait où. Et maintenant, allez chercher votre travail d'aiguille, et finissez votre carré avant l'heure du thé. » « Mais je n'aime pas les travaux d'aiguille, » fit Anne d'un ton morose, tout en apportant son nécessaire à l'ouvrage. Elle s'assit, en soupirant, devant un tas de losanges rouges et blancs. « Il y a, je pense, certains travaux de couture qui pourraient être agréables, mais on dirait que le travail d'aiguille ne laisse aucune place à l'imagination. Cette mosaïque d'étoffes qu'on fabrique là, c'est tout simplement une couture, et puis une autre, sans que l'on ait l'impression d'aller quelque part. Mais bien sûr, je préfère de beaucoup être Anne de Green Gables à ses travaux d'aiguille qu'Anne de nulle part occupée à ne rien faire. J'aimerais que le temps que je passe à coudre des petits carrés de couleurs court aussi vite que les moments où je joue avec Diana, j'avoue. Oh, mais que de bons moments passons-nous ensemble, Marilla. Je dois fournir la plupart des efforts d'imagination, certes, mais cela ne me pose guère de problème.
Diana, elle, est tout bonnement parfaite pour tout le reste. Vous connaissez ce petit chemin, de l'autre côté du ruisseau, qui serpente entre notre ferme et celle de Monsieur Barry? Il appartient à Monsieur William Bell, et il y a, à l'extrémité de ce terrain, une rangée circulaire de bouleaux blancs. C'est le plus romantique des endroits, ma chère Marilla. Nous avons érigé, là, notre cabane de jeu, Diana et moi. Nous l'appelons Île de Wild, le paradis et la nature sauvage. N'est-ce pas poétique? Je peux vous dire qu'il m'a fallu réfléchir un bon moment avant de dénicher ce nom-là. J'ai fait de l'insomnie une nuit durant pour réussir à l'inventer. Et tout d'un coup, au moment où j'allais m'endormir, ça m'est venu, comme une inspiration soudaine. Diana était en extase quand elle l'a entendu. Nous avons arrangé notre maison avec fort bon goût. Il faudra que vous veniez la visiter, Marilla. Vous viendrez, n'est-ce pas? Comme siège, nous avons de grosses pierres couvertes de mousse. Comme étagère, des planches qui courent d'un arbre à l'autre. Nous y avons rangé toute notre vaisselle. Bien sûr, elle est un peu abîmée, mais c'est facile comme tout de se persuader qu'elle est entière. Il y a, en particulier, un morceau d'assiette, décoré de lierre rouge et jaune, qui est extrêmement beau. Nous l'avons mis au salon avec le cristal de fée. La beauté du cristal de fée est indescriptible. Diana a trouvé le cristal dans les bois, derrière le poulailler de sa maison. Le cristal est plein d'arc-en-ciel, de petits arc-en-ciel tout jeunes qui n'ont pas encore grandi. Et la mère de Diana lui a dit que le cristal provenait d'une lampe suspendue qu'ils avaient eue autrefois. Mais c'est bien plus beau de penser que les fées l'ont perdu, une nuit qu'elles dansaient. C'est pourquoi nous l'appelons le cristal des fées. Mathieu va nous construire une table. Oh, à propos, nous avons nommé la petite mare ronde du champ de Monsieur Barry Willowmere, le petit lac aux saules pleureurs. J'ai trouvé ce nom dans un livre que Diana m'a prêté. Quel livre fascinant, Marilla. L'héroïne avait 5 amants. Moi, je serais content de n'en avoir qu'un, pas vous? Elle était très belle, et il lui arrivait des tas d'aventures. Elle s'évanouissait avec une facilité incroyable. J'aimerais être capable de m'évanouir comme ça. Et vous, Marilla? C'est tellement romantique. Mais je suis, hélas, en fort bonne santé, même si je suis archi-maigre. Je pense que je prends quand même un peu de poids, vous ne pensez pas? J'observe mes coudes tous les matins quand je me lève pour voir s'ils ne sont pas plus potelés. Diana se fait confectionner une nouvelle robe, avec des demi-manches. Elle va la porter pour le pique-nique. Oh, comme je souhaite qu'il fasse beau mercredi prochain. Ce serait une déception mortelle pour moi si quelque chose m'empêchait de me rendre à ce pique-nique. J'y survivrai, j'imagine, mais je suis certaine que je serai accablée de tristesse le restant de mes jours. Je pourrais me rendre à des centaines de pique-niques au cours des années suivantes, que cela ne compenserait pas la perte de celui-ci. Il y aura des bateaux sur le lac au miroir. Il y aura de la crème glacée, comme je vous l'ai dit. Je n'ai jamais goûté de la crème glacée. Diana a bien essayé de m'expliquer à quoi cela pouvait ressembler, mais je pense que la crème glacée est l'une de ces choses qui dépassent l'imagination. Anne, il y a déjà 10 bonnes minutes que vous parlez sans arrêt, fit Marilla. À présent, juste pour voir, je vous demanderai d'essayer de tenir votre langue aussi longtemps. Anne sut tenir sa langue, comme Marilla le désirait. Mais, pendant le reste de la semaine, elle ne cessa de parler pique-nique, penser pique-nique, rêver pique-nique. Le samedi, il pleuvait. Elle était dans tous ses états, craignant qu'il continuât de pleuvoir jusqu'au mercredi suivant. Peut-être plus longtemps encore. Marilla, pour lui calmer les nerfs, lui donna un autre carré de tissu à coudre. Le dimanche, Anne confia à Marilla, tandis qu'elle revenait à la maison après s'être rendue à l'église, qu'elle avait été parcourue de frissons dramatiques tant l'annonce du pique-nique, faite officiellement par le pasteur lors de son serment, l'avait saisie. J'avais de tels frissons que j'en avais froid dans le dos, Marilla. Je pense que je ne croyais pas, jusqu'à ce que ce soit annoncé en chair, qu'il y aurait vraiment un pique-nique. Je ne pouvais m'empêcher de redouter un simple tour de mon imagination. Mais quand un pasteur annonce quelque chose en chair, on doit bien le croire. Vous prenez les choses trop à cœur, Anne, soupira Marilla. J'ai bien peur que vous n'alliez au-devant de bien des déceptions dans votre vie future. Oh, Marilla, espérer quelque chose, c'est déjà ressentir la moitié du plaisir que cette chose vous procurera, s'exclama Anne. Il se peut qu'elle ne se produise pas, mais il vous restera toujours le plaisir de l'avoir espérée. Madame Lynn dit « Bienheureux ceux qui ne s'attendent à rien, car ils ne seront pas déçus. » Mais je pense, moi, qu'il est pire de ne s'attendre à rien que d'être déçu. Marilla portait sa robe en améthyste, ce matin-là, comme toujours lorsqu'elle allait à l'église. Elle aurait presque considéré comme un sacrilège de ne pas la porter. Un oubli aussi impardonnable que celui de sa Bible ou des 10 sous pour la quête. Cette broche en améthyste était son bien le plus sacré. Un oncle, marin, l'avait donnée à sa mère,
qui à son tour en avait fait don à Marilla. C'était une broche ovale, de forme ancienne, dans laquelle il y avait une mèche des cheveux de sa mère, encadrée d'améthystes extrêmement fines. Marilla s'y connaissait trop peu en pierres précieuses pour évaluer parfaitement la pureté de ces améthystes. Mais elle les trouvait fort belles. Même sans les voir, elle sentait avec une grande satisfaction leur reflet violet ondoyer sous sa robe de satin brune. Anne avait été frappée d'admiration la première fois qu'elle avait aperçu la broche en améthyste. « Oh, Marilla, mais cette broche est d'une parfaite élégance! Je me demande comment vous pouvez prêter l'oreille au sermon ou aux prières lorsque vous la portez. Moi, je ne pourrais pas, je le sais bien. Je trouve que les améthystes ont une douceur exquise. Il y a longtemps de cela, avant de voir un vrai diamant, j'essayais de m'imaginer à quoi cette pierre pouvait bien ressembler. J'avais lu des tas de choses à ce sujet, et je m'imaginais une jolie pierre mauve et brillante. Mais quand j'ai aperçu sur la bague d'une dame un véritable diamant, j'ai été si déçue que j'en ai pleuré. Bien sûr, c'était assez joli, mais ce n'était pas mon idée d'un diamant. Est-ce que je pourrais tenir cette broche dans ma main, Marilla? Vous pensez que les améthystes sont l'âme des violettes disparues?